Allô, c'est Camille, bienvenue dans le podcast 5 à 7 RH, le podcast qui n'a pas peur de vous parler du meilleur comme du pire du monde de l'entreprise. Vous êtes sur le point d'écouter la seconde partie de l'épisode « Vous avez dit être ami avec son boss ?» Donc, si le sujet vous intéresse et que vous n'avez pas écouté la première partie, courez-y, le lien est dans la description. Pour les autres, c'est parti pour la deuxième et dernière partie de l'épisode. Et surtout, n'oubliez pas, si vous avez aimé l'épisode, allez le commenter, vous abonner, le liker. Vous n'imaginez pas à quel point ça m'encourage à continuer et ça permet à d'autres d'en apprendre un peu plus sur le monde de l'entreprise. Allez, je m'arrête là et je vous souhaite une très bonne écoute. J'ai une question pour vous. Être ami avec son patron, plutôt pour ou plutôt contre ? Gardez bien votre réponse en tête et dites-moi à la fin de l'épisode si votre avis sur la question a évolué. Spoiler, pour ma part, je dois vous l'avouer, ma position sur le sujet a changé à mesure que j'en discutais autour de moi et que j'avançais dans mes recherches. Mais on s'en reparle à la fin de l'épisode. En attendant, je vous propose de faire le tour de mes recherches, des échanges que j'ai eus sur le sujet et de toutes les subtilités qui l'entourent. Bon, déjà, soyons clairs, développer des liens d'amitié au bureau, c'est tout à fait normal et ça arrive souvent. Quand on passe des années à côtoyer quotidiennement les mêmes personnes, les liens se créent. Ce n'est bien entendu pas systématique, même s'il est naturel de créer des liens, votre voisin de bureau, si sympathique soit-il, ne deviendra pas à coup sûr votre ami. Et c'est correct, on n'a pas forcément d'affinité particulière avec tout le monde. Ce point étant clarifié, revenons à la question de l'amitié entre un employé et son supérieur. Je suis partie du principe qu'il n'y a aucun problème avec le fait d'être ami avec son supérieur. En prenant la définition du mot amitié, on lit que c'est un sentiment réciproque d'affection ou de sympathie qui ne se fonde ni sur la parenté ni sur l'attrait sexuel. De mon côté, avec mes supérieurs, je n'avais ni lien de parenté, ni d'attrait sexuel. On peut aussi rajouter la définition du petit Larousse qui nous dit que l'amitié c'est un sentiment d'affection entre deux personnes, ou sinon il nous dit aussi qu'il y a de l'attachement et de la sympathie entre une personne et une autre. Donc d'après ces définitions, je peux clairement vous dire que j'ai tissé des liens d'amitié avec mes supérieurs. Est-ce que ça veut dire que je leur livrais tous mes secrets ? Non. Il y a bien entendu plusieurs niveaux d'amitié possibles et être ami ne veut pas forcément dire être un livre ouvert. Par contre, j'entretenais une belle relation avec eux et ça nous arrivait de partager nos petits coups de blues. Aucun problème a priori donc. Mais en creusant le sujet et les expériences des gens à qui j'ai parlé, je me suis rendu compte que j'avais eu la chance et que tout ne se passe pas toujours bien. L'un des problèmes de l'amitié avec son boss ne vient pas du fait d'entretenir une relation d'affection, mais de ce qu'on partage au niveau personnel. Car ces informations peuvent se retrouver être utilisées comme outils d'influence dans cette relation, qui, outre les enjeux personnels, inclut également les enjeux professionnels. Et c'est en prenant conscience de la présence de ce double enjeu que j'ai vraiment compris que tout peut potentiellement devenir compliqué dans ce contexte. Alors, je ne parle pas d'influence en termes de manipulation volontaire, car on ne serait plus dans un contexte de relation amicale. Manipuler les gens pour obtenir ce que l'on souhaite, moi je considère pas ça comme de l'amitié. Je parle ici d'une influence qui se fait discrète et qui est involontaire. Mais un manager, comme tout être humain, est victime de ses biais cognitifs et s'il ne fait pas particulièrement attention à traiter son ami de la même manière que ses collègues, il pourrait se retrouver à le favoriser ou être plus exigeant avec lui. Et oui, il ne faut pas croire que c'est forcément positif pour les personnes concernées. Il faut voir aussi que l'employé aura une facilité à aborder certains sujets avec le manager, ce qui peut créer une attente particulière de l'équipe vis-à-vis de cette personne ou bien créer une vision biaisée des rapports dans l'équipe du point de vue du manager qui aura du feedback plus souvent de son ami que du reste de l'équipe. Alors, bien évidemment, je trouve que c'est important d'avoir une relation de confiance avec son supérieur et de pouvoir exprimer ce qui va ou ne va pas sans forcément rentrer dans les détails. Je vous renvoie d'ailleurs à la partie 1 de l'épisode où j'explique notamment comment créer des relations saines. Mais cette relation de confiance doit idéalement être mise en place entre le manager et toutes les personnes dont il est responsable. L'exemple du café du vendredi de la première partie de l'épisode aide à cela, mais il y a d'autres solutions et le manager doit y porter une attention particulière. Si ce n'est pas le cas, une forme de favoritisme se met en place et ce n'est
évidemment pas une bonne chose pour l'équipe. Et parlons-en justement du favoritisme, parce que c'est un des autres enjeux de l'amitié au travail. Il y a plusieurs aspects à prendre en compte, le favoritisme perçu et le favoritisme réel, qu'il soit volontaire ou non. On vient de voir un exemple de favoritisme involontaire et bien réel avec les biais cognitifs, c'est-à-dire vos pensées inconscientes, automatiques et récurrentes qui perturbent et affectent vos jugements et vos décisions. Par exemple, il est important de savoir que si vous avez plus de complicité et d'affinité ou que vous partagez plusieurs caractéristiques avec certaines personnes, comme le sexe, l'âge et la catégorie socio-économique, vous aurez plutôt tendance à les considérer comme plus méritantes. D'où l'importance de se remettre en question. D'après moi, si vous êtes dans ce cas-là, il faut qu'à chaque décision prise, vous vous demandez: est-ce que j'aurais pris la même décision si c'était une autre personne concernée? On a d'ailleurs déjà parlé plus en détail de certains de ces biais dans l'épisode 6 avec Hélène Lee et l'épisode 11 avec Nolwenn Agnier. Donc si ça vous intéresse de creuser le sujet, vous savez quoi faire. Pour ce qui est du favoritisme réel et volontaire, je ne pense pas qu'il y ait besoin d'un exemple et évidemment c'est quelque chose qui ne devrait pas exister. Mais il y a aussi la notion du favoritisme perçu. Même si le manager se protège de ses biais et fait de son mieux pour être objectivement équitable, les personnes en dehors de la relation d'amitié pourraient tout de même, à travers leur prisme de lecture, voir une préférence de traitement dans certaines décisions. Et c'est bien plus compliqué à gérer car le manager ne sera pas toujours au courant de cette perception. Je pense que la meilleure manière de se protéger de cette fausse perception se trouve dans la communication. Et je le dis dans presque tous les épisodes, oui je le sais, mais une bonne communication claire et précise, ça aide toujours. Dans ce cas précis, il faudra ajouter un haut niveau de transparence afin que les membres de l'équipe puissent comprendre les éléments factuels qui motivent les décisions du manager. Et on n'a pas encore fait le tour du favoritisme. Il y a une autre conséquence du favoritisme, qu'il soit réel ou ressenti, c'est le sentiment d'exclusion qu'il crée. Si je parle du sentiment d'exclusion, c'est parce qu'il y a une étude intéressante qui a été menée et qui dit que se sentir exclu d'un groupe provoque une douleur comparable à celle provoquée par une blessure physique. Pour les curieux, je vous mets l'étude dans les notes de l'épisode. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cerveau, ce sont les mêmes mécanismes qui s'activent que vous vivez une douleur physique ou une exclusion. Rappelez-vous la dernière fois que vous vous êtes coupé par accident avec votre couteau, normalement ça ne vous a pas laissé un souvenir agréable dans votre mémoire. Eh bien, ce sont les mêmes mécanismes de la douleur qui s'activent lorsque vous vous sentez exclu. Alors oui, je sais, je vais peut-être un peu loin avec mon histoire de se couper une main par exemple, ou autre chose, mais je pense que vous avez compris l'idée. Je vous dirais que la meilleure façon de gérer ce genre de situation, c'est d'être toujours vigilant pour ne pas faire d'inégalité au sein de votre équipe, peu importe vos affinités avec les gens qui la composent. Je vous assure qu'avoir conscience de ce que je viens de vous dire peut déjà grandement aider. Autre chose aussi, dans ce genre de situation d'amitié au travail, il peut aussi y avoir des conflits d'intérêts. Alors, je n'irai pas aujourd'hui en détail sur ce sujet car il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Je pourrais consacrer un épisode sur le sujet car il est rempli de subtilités et ça concerne j'ai vraiment dit tous les salariés de l'entreprise. Si c'est un sujet que vous souhaitez que j'aborde, n'hésitez pas à me le dire, mais aujourd'hui je voulais juste soulever le point car oui, il peut y avoir des conflits d'intérêts lorsqu'on a un lien d'amitié avec son supérieur hiérarchique. Donc soyez prudents et réagissez dès qu'une situation génère des doutes. J'ajouterai aussi que plus le travail se déroule dans un cadre précis, défini par des procédures et par des règlements sans ambiguïté, moins les risques de dérapage sont grands. J'ai un autre conseil aussi à vous donner, c'est de faire très attention au processus et à ce qu'on appelle la justice procédurale. Cette justice procédurale, c'est ce sentiment de justice ou d'injustice que peut avoir une personne face à une procédure appliquée. D'où l'importance d'avoir des procédures bien faites, c'est-à-dire basées sur les informations précises et factuelles, en adéquation avec les normes et les valeurs de l'organisation, cohérente dans le temps et dénuée de tout préjugé. Si vous mettez tout cela au clair, vous permettez à tous de ne pas ressentir de l'inconfort, du favoritisme et limiter de ce fait certains conflits. Un autre point que je trouvais aussi intéressant à traiter, c'est la question de l'évolution hiérarchique.
Que se passe-t-il dans un groupe de collègues et amis si l'un d'eux se retrouve promu manager de l'équipe? Alors, là, je sais que certains qui m'écoutent ont certainement vécu cette situation, que ce soit votre ami devenu patron ou vous-même qui êtes devenu le patron de votre ami, et cela a probablement eu des impacts importants sur votre relation. On va bien entendu retrouver les mêmes enjeux que ceux dont on a parlé dans la première partie, mais ils risquent d'être exacerbés du fait que la relation d'amitié existait préalablement à la relation hiérarchique. Donc évidemment, les astuces dont on a parlé s'applique encore. Mais dans ce type de situation, il faut prêter attention à l'évolution de la relation entre les personnes concernées. Il faut que les deux parties aient conscience que le changement de la dynamique hiérarchique va avoir des impacts sur leur relation, car oui, il va y en avoir. Une fois qu'on a eu conscience, le plus dur, il est fait en fait. Il reste alors à faire preuve de patience et de recul afin de se donner le temps de retrouver une dynamique de relation qui soit adaptée à l'environnement professionnel. Ce n'est pas facile de prendre le rôle de manager. Selon la culture d'entreprise, ça peut même parfois être compliqué. Je vous dirais que ce que j'observe souvent là où j'interviens en fait, c'est que ces nouveaux managers ne veulent pas passer pour des personnes trop naïves ou trop gentilles. Certains vont se dire que s'ils maintiennent des liens amicaux, cela pourrait donner une impression de faiblesse. En tout cas, sachez que gérer une équipe est une compétence qui s'apprend. Donc, peut-être que votre nouveau manager est en train de trouver son rythme, sa posture managériale. Les changements de rôle, ils sont vraiment pas toujours faciles, mais vous savez, c'est quoi la bonne nouvelle là-dedans? C'est que vous pouvez l'aider. Les collaborateurs aussi ont un rôle important à jouer dans la prise de fonction d'un nouveau manager. Si vous voyez des changements qui vous semblent inadaptés, allez le voir, optez pour le dialogue. Dites-lui qu'il n'a pas besoin de se transformer en homme de pierre et que cette distance qu'il met nuit à l'ambiance générale. Dites-lui qu'avant cette prise de poste, ses qualités relationnelles étaient appréciées, alertez-le sur ce qui a changé, faites-lui part des changements que vous avez constatés et aidez-le à être lui-même. Dans ce genre de situation, tendez la main et vous ferez preuve d'une véritable maturité professionnelle. Les gens adoptent des comportements pour une raison. Il faut tenter de comprendre les motivations du changement de comportement avant de juger, sinon vous prenez le risque que les personnes se sentent attaquées. Au fond, l'entreprise, c'est juste un réseau de personnes qui doivent interagir entre elles. Et plus ces interactions, ces relations seront équilibrées, et mieux l'organisation fonctionnera. Retenez que la transparence est le meilleur moyen de prévenir les conflits et de préserver la confiance. Comme je vous le disais au début de l'épisode, au départ je pensais que le sujet de l'amitié au travail serait facile à traiter. Pour moi, il n'y avait aucun problème au fait d'être ami avec son supérieur. Et c'est vrai, j'ai eu de la chance de mon côté d'avoir toujours été proche de mes supérieurs, et oui, j'emploierais même le mot amitié. Mais en construisant cet épisode, j'ai vu d'autres réalités. Je suis même partie questionner mes collègues, mes supérieurs hiérarchiques actuels, et tout ce beau monde m'a permis d'avoir une vision plus large. Puis j'ai compris qu'en rejoignant une entreprise, on ne devient pas ami avec tout le monde, mais que c'est la culture d'entreprise qui favorise la confiance, le respect, l'entraide et l'écoute. Et c'est peut-être là le secret. Ce n'est pas le fait d'avoir cette amitié avec son supérieur qui est important, c'est le fait de construire une relation interpersonnelle saine. Peut-être que la question n'est pas de savoir si on peut être ami avec son boss, mais pourquoi on souhaiterait l'être. Est-ce qu'à la place de vouloir absolument être ami avec son ou sa boss, ou d'être le manager qui veut absolument être aimé par tout le monde, on ne mettrait pas plutôt en place un environnement de travail sécuritaire, où chacun pourrait exprimer son opinion, ne pas avoir peur d'exprimer ce qui ne va pas, se respecter et compter les uns sur les autres sans hypocrisie? Il est important de noter que la quantité et la qualité des relations entre les individus sont liées à la santé mentale ainsi qu'à la morbidité et à la mortalité. Plusieurs études ont clairement établi que certains facteurs psychologiques comme le stress, la dépression, l'anxiété et l'absence de relations sociales adéquates exercent une influence négative sur la santé et diminuent significativement l'espérance de vie. Il est donc essentiel d'avoir des relations interpersonnelles de qualité, et ce, même dans le monde de l'entreprise. Sachez que ceux qui ont de bonnes relations sociales ont un risque de mortalité prématuré, diminué de 50% comparativement à ceux dont les relations sociales sont insatisfaisantes. Et comme d'habitude, je vous mets l'étude dans les notes de l'épisode. Pour terminer,
N'oublions pas que lorsqu'on parle de relations au travail, chacun a sa part de responsabilité. L'entreprise qui doit créer un contexte organisationnel qui favorise les bonnes relations entre les individus, et les individus ont eux aussi la responsabilité de maintenir de bonnes relations, ou du moins à minima de la courtoisie. Et puis, n'oubliez pas, dans une relation interpersonnelle, la moitié de l'interaction nous appartient. Voilà, c'est la fin de l'épisode, j'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à faire connaître 5à7RH, à sortir de nouveaux épisodes. Alors allez sur Apple Podcasts, Spotify ou YouTube et n'hésitez pas à mettre tout plein de petites étoiles, de pouces bleus et des commentaires. Et si vous avez des suggestions de sujets et d'améliorations que vous voulez voir dans les prochains épisodes, n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn ou à mon adresse mail camille@5à7rh.com. N'oubliez pas, une communication claire est l'une des clés pour une amitié saine au travail, et d'ailleurs, même en général. De notre côté, on se retrouve dans 2 semaines. Ciao!